Bonjour et bienvenue donc pour cette table ronde, sans table comme je le disais précédemment, autour de l'entrepreneuriat étudiant. Nous sommes donc ravis de pouvoir être face à vous ici, mais également en visio, pour parler de ce thème qui est tout à fait d'actualité, où on va se poser justement la question de pourquoi est-ce qu'il est autant d'actualité et quels sont les impacts et les ambitions qu'on peut mettre autour de l'entrepreneuriat étudiant. Aujourd'hui, donc, nous avons 4 personnes qui sont face à nous. Philippe Rimbaud, président de l'Université fédérale, merci d'être avec nous. Jean-François Rouchon, qui est directeur de l'ENSET, plus vieille école d'ingénieurs de Toulouse, j'ai pu lire sur le site internet. Il y a également Delphine Moreno, qui est responsable de l'incubateur Ionis 361. Et enfin, Lily Alice Ward, qui est responsable du Hub Innovation au sein d'Epitech à Toulouse. Je vais vous demander dans un premier temps, Monsieur Rimbaud, de pouvoir nous expliquer un petit peu ce que fait l'Université fédérale dans ce rôle de l'entrepreneuriat étudiant, ce qui est mis en place, les ambitions qu'il peut y avoir. Je vous laisse nous expliquer tout ça. Merci. Donc, l'Université fédérale est porteuse pour l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur public du site et pour l'ICAM, qui est aussi membre de notre structure, de ce qu'on appelle le programme PEPIT, qui consiste à essayer de développer l'entrepreneuriat étudiant, d'abord par des actions de sensibilisation, faire connaître cette démarche-là, ensuite par des actions de formation, avec notamment un diplôme qui permet de se former à l'entrepreneuriat. Généralement, on a des gens qui arrivent avec des idées, notamment des idées technologiques sur lesquelles ils sont évidemment tout à fait au point. En revanche, la démarche d'entrepreneuriat est plus large que cela. Donc, il y a aussi à apprendre à faire un business plan, à réfléchir à la communication, etc. etc. Et puis, on peut aller jusqu'à une démarche de pré-incubation. Mais ensuite, c'est plutôt au sein de nos établissements, et Jean-François le complétera tout à l'heure, qu'il y a une démarche pour aller un petit peu plus loin. Donc nous, on est vraiment dans sensibilisation et formation à cette démarche d'entrepreneuriat étudiant. Aujourd'hui, il existe 30 pépites en France qui ont été créées suite à l'annonce de ce statut d'étudiant entrepreneur en 2013 par l'État. À Toulouse, aujourd'hui, combien d'étudiants ont ce statut-là ? Alors, c'est plus de 300 étudiants entrepreneurs, ce qui représente une augmentation importante sur les dernières années, vraiment très importante. On a même eu un taux de croissance supérieur à 100% à un moment donné. C'est néanmoins en dessous, comme partout en France, des objectifs que nous assigne le ministère, qui serait d'arriver à 1% d'étudiants entrepreneurs. On est grosso modo à un peu plus de 100 000 étudiants si on prend les étudiants de l'UFT. Donc vous voyez, il faudrait qu'on atteigne 1000. Ça me paraît loin d'être infaisable parce qu'il y a une vraie appétence des étudiants et on voit se développer depuis quelques années une envie de travailler autrement, qui peut correspondre en large partie à cette démarche d'entrepreneuriat. Néanmoins, il y a du travail à faire et donc il faut qu'on continue d'accompagner ces étudiants. Merci beaucoup pour cette introduction. Certaines écoles ont fait le choix de pouvoir développer cet entrepreneuriat étudiant directement en intégrant un incubateur. C'est le cas de l'ENSET. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Oui. Donc, effectivement, on a fait ce choix-là. Alors, c'est un pré-incubateur. Enfin, moi, je considère que c'est un pré-incubateur parce que finalement, il y a plein de structures aussi sur lesquelles il s'agit aussi de positionner nos élèves lorsqu'ils ont franchi le pas de l'entrepreneuriat, de l'idée d'entreprendre, et qu'ensuite, ils peuvent aller donc trouver aussi un certain nombre de compétences ailleurs sur le site toulousain ou même en dehors. Donc, en fait, c'est un pré-incubateur qu'on a décidé de créer il y a quelques années. Il est assez récent, hein, il a 3-4 ans maintenant. Et ce pré-incubateur, en fait, on l'a créé parce que, pour différentes raisons. Alors, d'abord, il y a l'entrepreneuriat étudiant, mais il y a aussi cette idée d'entreprendre au sein de nos anciens chercheurs. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de belles startups qui sont nées au sein de l'ENSET, d'anciens chercheurs qui sont très créatifs et qui nous ont montré leur capacité donc à créer des entreprises, des startups qui sont devenues des entreprises de belles entreprises aujourd'hui. Et donc, au sein de l'école, il y avait cette idée aussi d'arriver. Alors, il y a les populations d'anciens chercheurs qui sont déjà dans cette veine-là de créer une entreprise, et puis il y en a d'autres qui le sont un petit peu moins. Donc, il y avait cette volonté d'avoir un pré-incubateur au sein même de l'école pour
voilà, pour diffuser un petit peu cette idée d'entreprendre au sein de toute l'école, enseignants-chercheurs, mais aussi les services d'appui en fait, hein, qui vont être là pour faire en sorte que ce pré-incubateur vive avec tout ce que ça nécessite de ressources humaines derrière. Donc ça, c'était un petit peu l'objectif. Donc on a créé ce pré-incubateur initialement dans les murs de l'école, et puis ensuite, eh bien, il s'agissait aussi de le rendre beaucoup plus ouvert, hein, puisque c'est aussi l'idée, c'est pas que nos étudiants vivent en autarcie au sein de l'école dans un pré-incubateur, c'était vraiment de leur donner la possibilité de côtoyer finalement le monde entrepreneurial, et c'est ce qu'on fait avec la mêlée, puisque on a une proximité avec la mêlée numérique qui est simplement une rue, la rue Riquet qui nous sépare, et donc on a notre pré-incubateur aujourd'hui qui est hébergé dans les locaux de la mêlée, et donc ça leur permet effectivement d'avoir cet environnement-là propice finalement, peut-être plus propice que si on les avait au sein même de l'école, voilà. Donc même si c'est très 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 proche finalement. Donc cette idée de pré-incubateur, je dirais, elle est née de ces différentes choses, associées évidemment au fait que de plus en plus on a des étudiants qui arrivent et qui ont cette volonté-là de développer des projets. Alors c'est pas forcément toujours l'idée de monter une start-up, c'est plus se dire finalement, tiens, j'arrive, j'ai un projet. J'en vois même qui arrivent assez tôt dans l'année, même quelquefois très rapidement après être rentré à l'école, qui arrivent et me disent, tiens, j'ai déjà un petit prototype là, j'ai envie d'aller plus loin dans cette idée-là, qui n'est pas d'ailleurs forcément la meilleure, mais qui va leur permettre en tout cas de commencer à mettre le pied à l'étrier à l'entrepreneuriat. Et l'idée, c'était vraiment de leur donner l'espace nécessaire à développer leur idée, leur projet, qui peut d'ailleurs, avec le temps, évidemment, être autre chose finalement, mais c'était vraiment ça. Donc, et ça concerne tous les publics. On a des publics à l'ENSET qui viennent majoritairement de classe prépa, d'autres qui viennent de DUT, d'autres de prépa intégrée au groupe INP. Et finalement, on s'aperçoit que toutes ces populations-là, qui viennent un petit peu de partout, sont potentiellement des futurs étudiants entrepreneurs. Donc ça, c'était aussi un constat, et donc on a voulu aussi accompagner ce mouvement. Voilà. Alors on l'accompagne aussi mais ça sera repris, j'imagine, par d'autres personnes ici autour de la table, d'un parcours entrepreneuriat qui est là aussi pour un petit peu leur donner cette envie également, avec des entreprises qui nous accompagnent sur le sujet. Mais voilà, la naissance de l'incubateur, face à la question que vous m'avez posée, elle est de ces différents faisceaux en fait, hein, qu'on a voulu accompagner, et on a aujourd'hui de belles réussites. Voilà. Vous me disiez que l'incubateur, ce pré-incubateur existe depuis 3 ans. Oui. C'est assez récent. Est-ce qu'il y a déjà un petit peu des résultats que vous pouvez avoir? Combien de personnes sont passées par cet incubateur? Alors, ça concerne à peu près une quinzaine. Alors, ça dépend, parce que ça dépend de quoi on parle, hein. Il y a les étudiants qui rentrent dans l'incubateur, et puis il y a ceux qui en sortent, hein. Donc, entre-temps, il y a quand même pas mal d'étudiants qui se sont aperçus finalement que ce n'était pas pour eux, mais c'est très bien en fait, hein, aussi, hein. Ça sert à ça aussi, hein, après incubateur ou la démarche finalement d'entreprendre, c'est aussi leur montrer que c'est pas si simple, que ça peut être aussi une idée qui leur passe par la tête, mais pour arriver à finalement aller au bout d'un projet, c'est aussi c'est du travail, c'est un état d'esprit, voilà, qu'ils n'ont pas forcément. Donc on a des étudiants qui rentrent. Alors, on a une sélection. Alors, cette année, dans le parcours entrepreneuriat, on a une centaine d'étudiants qui arrivent, donc c'est assez exceptionnel, hein, sur 450, hein, d'une promotion. Donc, voilà. Donc ça, je dirais, c'est ce qui fait qu'on essaye c'est cette population qu'on va essayer d'acculturer finalement à l'idée d'entreprendre. Et puis après, il y a ceux qui rentrent vraiment dans l'incubateur. Là, il y en a plutôt une dizaine, hein, voilà. On est plutôt sur ce chiffre-là. Ensuite, combien il y en a qui arriveront à faire émerger une idée et jusqu'à créer une start-up et à faire des levées de fonds? Bon, là, c'est 3-4. Voilà, évidemment. On reste sur des chiffres, hein, comme l'a rappelé Philippe Rimbaud, qui sont très, très faibles par rapport à ce qu'on peut imaginer du pourcent d'entrepreneurs auquel vous nous amenez le ministère. Mais je trouve que ce n'est pas négligeable non plus, quoi. C'est qu'on a quand même des projets, voilà, sur lesquels les étudiants se positionnent, et sur lesquels on les accompagne aussi, hein. Enfin, un incubateur, c'est pas simplement une structure, c'est aussi l'idée de faire en sorte d'accompagner tous les étudiants qui rentrent dans ce schéma-là,
où on va leur valoriser un certain nombre d'acquis, d'apprentissage, qui vont leur permettre de déployer leur projet parce qu'ils auront un peu plus de temps. Voilà, donc c'est aussi chez nous une démarche qui entraîne les départements de formation pour faire en sorte de leur faire des équivalences par rapport à des compétences qu'ils vont déployer, que ce soit au niveau des SHS, que ce soit au niveau des hard skills. Voilà. Donc c'est toute je dirais une démarche qu'il faut déployer cohérente au niveau de l'école. Merci beaucoup. Lily Alice, vous êtes responsable du Hub Innovation au sein d'Epitech à Toulouse. Et Epitech a fait un choix différent. Plutôt que d'installer un pré-incubateur ou un incubateur au sein de l'école, c'est plutôt d'intégrer l'entrepreneuriat dans le cursus directement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Alors, à Epitech, il y a 2 axes qui encouragent l'entrepreneuriat. Le premier, ça va vraiment être le Hub Innovation. Donc, c'est ce qui est en plus du cursus, premièrement. Donc, c'est l'idéation de projets, l'expérimentation de projets, différentes technologies, et aussi pas que technique, ça peut aussi être de la méthode agile, enfin vraiment tout ce qu'ils veulent. Et en plus, dans le cursus, il y a donc la track innovation qui commence en 3e année, qui est en fait le début de leur projet de fin d'études, mais aussi, pourquoi pas, le début d'une entreprise, le début d'une start-up. Enfin, il y a souvent des start-up qui sortent de ce qu'on appelle le IP, donc l'Epitech Innovation Project. Finalement, au sein d'Epitech, c'est pas tant de sortir des startups, mais ça se retrouve dans ce que vous disiez précédemment, c'est plutôt de développer de nouvelles compétences et de prendre un peu plus de hauteur sur un métier plus technique, puisque pour l'instant, on a vu une école d'ingénieur, une école d'informatique. C'est bien ça ? Ça peut être technique comme non technique dans le cadre du Hub, dans le sens où s'ils ont envie d'expérimenter des nouvelles technologies, de nouveaux langages de programmation, ils peuvent aussi aller au-delà et chercher d'autres compétences qui n'auront pas forcément dans le cursus initial, que ce soit de la gestion de projet, que ce soit de la communication, par exemple, peuvent aussi se manifester dans cet axe-là. Merci. Monsieur Rimbaud, tout à l'heure, on parlait de ces 300 étudiants à Toulouse qui ont intégré le statut d'étudiant entrepreneur. On a vu qu'il y avait 2 écoles plutôt techniques, plutôt scientifiques, qui ont travaillé, parce qu'on fait souvent la référence à la technique en lien avec l'innovation et l'entrepreneuriat. J'imagine que dans ces 300 étudiants, ne sont pas uniquement des étudiants qui sont du PS, par exemple. Non, bien entendu. C'est vrai que la démarche d'entrepreneuriat étudiant, elle s'est d'abord développée dans les écoles d'ingénieurs d'une part et dans les écoles de commerce d'autre part. Ce que l'on voit depuis quelques années, c'est que ça devient complètement transversal et que donc des étudiants des universités, je dis bien des universités, y compris des universités de sciences humaines et sociales, parce que ça va être des démarches qui vont parfois être plutôt celles de l'économie solidaire, qui vont peut-être plus attirer ces étudiants-là, mais néanmoins, on voit vraiment tous les étudiants aller vers cela. Et l'autre volet que je voudrais souligner, c'est qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on a constaté, c'est un taux d'étudiants entrepreneurs qui est beaucoup plus fort dans ce que la région appelle les villes d'équilibre, situées à 1 heure de Toulouse, à Albi, à Tarbes, etc., etc. Alors, il y a plusieurs explications possibles. Une de celles que je vois, c'est que ces territoires-là n'offrent peut-être pas initialement l'ensemble des emplois dont ces étudiants pourraient rêver, alors même qu'ils souhaitent rester sur le territoire, et du coup, ils décident de se créer leur propre emploi. En tout cas, ce que l'on perçoit, c'est une vraie dynamique sur plusieurs de ces villes-là. Je pense notamment à Tarbes et à Albi, mais pas que. Et ça me paraît extrêmement intéressant. Et ça montre cette diversification aussi dont on parlait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout type de profil étudiant peut être intéressé par l'entrepreneuriat. Pas uniquement, vous l'avez tous les deux dit très bien, c'est pas uniquement dans l'idée de à tout prix créer une start-up, mais ça peut être tout simplement parce que aussi on va développer un certain nombre de compétences qui en tout état de cause seront utiles plus tard dans un projet. Ces étudiants tarbais et albigeois, comment est-ce qu'ils font justement pour... quel est l'accompagnement que vous allez pouvoir mettre en place ? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique ? Alors, il est double. Il y a l'accompagnement que peut offrir leur établissement d'appartenance, que ce soit l'ENIT à Tarbes, que ce soit Champollion ou l'IMT Mines Albi à Albi, où là, il va y avoir des programmes dédiés, intégrés ou pas au cursus, mais qui peuvent varier vraiment en fonction de la formation elle-même. Après, nous, en tant que Pépite, on met en place un certain nombre de choses, et notamment, on essaye de proposer une version distancielle du fameux DU sur l'entrepreneuriat étudiant, où donc on va proposer l'accompagnement et à la formation d'entreprise notamment. Dans ce cadre-là, on essaye aussi de mettre en place des événements, et là on recrute actuellement une personne qui sera dédiée à aller organiser des événements sur ces différents sites
pour justement accompagner la démarche et venir en appui de la démarche des établissements. Merci beaucoup. Delphine Moreno, donc responsable de Ionis 361 à Toulouse, qui est un incubateur qui est intégré dans un campus, mais ce n'est pas un incubateur 100% étudiant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Donc, c'est un incubateur qui vient accompagner des startups qui peuvent être créées et portées par des étudiants, mais pas seulement. On est vraiment ouvert à tout porteur de projet. Et notre spécificité, ça va être de mettre en place un programme d'accompagnement pour ces startups, pour les aider à développer leur business, tout simplement. Et ce programme d'accompagnement donc, passe au travers d'ateliers d'experts, par exemple, mais est aussi basé sur la collaboration entre les étudiants du campus et nos startups. Donc, comment est-ce que ça va se passer concrètement ? On va venir s'insérer dans les programmes pédagogiques des étudiants. Et au lieu de travailler sur des études de cas fictives ou un peu dépassées, on va dire, les étudiants vont pouvoir travailler directement sur les problématiques de la start-up en question. Et donc, il y a un vrai échange qui se fait entre les entrepreneurs et les étudiants. Et du coup, c'est vraiment donnant-donnant, puisque les étudiants sont contents de pouvoir travailler pour des personnes qu'ils connaissent, avec qui ils peuvent échanger. Et ils savent que voilà, leur travail ne sera pas vain, il va servir pour une start-up, pour développer son projet. Et pour l'entrepreneur, c'est des talents, des ressources humaines qui sont là pour l'aider à se développer. Donc voilà, c'est vraiment donnant-donnant. Alors bien sûr, on vient aussi accompagner des étudiants qui souhaitent monter leur projet comme dans les incubateurs d'école. Mais voilà, on est vraiment hybride entre les deux. Pour un porteur de projet, une personne qui va porter un projet et qui va intégrer Ionis 361, c'est pas anodin de venir dans un campus. Est-ce que justement c'est ce qu'ils viennent rechercher, de pouvoir un peu se frotter aux idées des étudiants ? Oui, alors là, c'est vraiment le critère numéro 1, puisque sur le campus, on va retrouver des équipes techniques, des développeurs, des personnes qui sont spécialistes de la communication, du marketing, du commerce, et aussi tout ce qui est UX design. Donc, c'est vraiment on va dire les compétences clés dont un entrepreneur a besoin pour vraiment développer son projet au mieux. Et du coup, toutes ces compétences réunies font que c'est vraiment très attrayant pour eux de savoir qu'il va y avoir des étudiants qui ont ces compétences-là, qui vont pouvoir les aider, et avec l'objectif aussi par la suite de pouvoir embaucher directement soit un stagiaire, soit un CDI par la suite pour agrandir leur équipe et pour intégrer directement ces compétences au sein de leur start-up. Il y a également des projets qui sont portés par des étudiants. C'est aussi la volonté de Ionis 361. Est-ce qu'il y a des success stories qui sont déjà bien en place ? Comment ça se passe finalement le parcours de l'étudiant ou de l'étudiante qui va porter un projet en tant qu'étudiante et la suite finalement ? Alors, souvent les étudiants, donc, comme chez Epitech, portent leur projet durant un projet de l'école. Et ensuite, lorsqu'ils sont vraiment convaincus, ils souhaitent le développer et donc monter vraiment une boîte. Nous, on va intervenir dans la partie un petit peu avec l'école pour accompagner, donner des conseils, les aider à vraiment structurer leur business. Et une fois qu'ils ont vraiment décidé de se lancer, là on peut venir les intégrer, les incuber directement dans nos espaces et leur offrir tout l'accompagnement possible. Vous me parliez notamment d'un projet de jeu vidéo et qui a eu une les success stories, histoire. effectivement. Donc effectivement, on a trois étudiants qui ont développé leur entreprise au sein de leur école et qui avaient besoin de locaux d'accompagnement, mais l'école ne pouvait pas leur fournir ces locaux. Donc ils sont venus s'installer dans l'incubateur. Et vraiment, ça a explosé puisque au bout d'un an, on va dire, de quelques mois, ils ont pu développer leur offre de jeux vidéo. Et maintenant, leur objectif, c'est de monter, de se développer, de pouvoir embaucher une quinzaine de personnes, donc pour créer réellement une agence de jeux vidéo, ce qui est encore plus pas surprenant, mais qui est bien, c'est que ce genre d'agence se trouve souvent sur Paris. On en manque en région et souvent les étudiants qui veulent travailler dans ce secteur-là montent sur Paris. Et du coup, là, c'est une nouvelle activité qui est en train de se développer en région et donc c'est super chouette pour eux. Ouais. Merci beaucoup. Je rebondis sur ce qui vient d'être dit à l'instant. On a l'impression qu'effectivement, les étudiants aujourd'hui ils cherchent à créer de nouveaux modes de travail. On le voit par le freelance, notamment sur des métiers assez techniques, mais pas que. On le voit également sur des jeunes qui créent leur entreprise et qui vont
travailler comme ils le souhaitent. Et puis on le voit avec les étudiants Tarbé et Albigeois qui vont créer leur emploi, qui ne sont a priori pas présents sur le territoire. Justement, je vous pose la question, aujourd'hui un petit peu, c'est l'œuf ou la poule. L'État met 5 millions d'euros par an pour pouvoir développer le statut d'étudiant entrepreneur. On voit, vous le disiez, Monsieur Rimbaud, que ça prend, c'est significatif déjà, mais l'État veut davantage. On voit aussi que ça vient des étudiants, mais finalement, ça vient de qui, cette envie de développer ces nouveaux modes de travail? Moi, je peux dire un mot. Je pense que ça vient initialement vraiment des étudiants. En tout cas, là, depuis quelques années, c'est clairement le cas. Et après, c'est de la responsabilité de l'État de multiplier les opportunités et d'aider à ce que ça diffuse. Donc là, typiquement, dans la nouvelle étape des pépites qui est en cours, l'objectif qui va nous être assigné, c'est de faire de la sensibilisation pour 100% du public étudiant. Que tous aient eu, à un moment donné, entendu parler et pu avoir des témoignages de gens qui ont eu une démarche d'entrepreneuriat. Encore une fois, l'objectif, c'est pas de les forcer à faire ça n'a aucun sens de forcer à faire de l'entrepreneuriat. Par contre, mettre ça dans l'éventail des possibles, ça fera tout simplement que ceux chez qui ça percute, eh bien, ça sera plus naturel pour eux d'y aller. Ils se sentiront plus facilement accompagnés s'ils voient qu'il existe des dispositifs qui sont très variés, et c'est très bien, c'est ça ce qu'il faut, mais qui correspondent justement à un moment donné à un niveau de maturité d'un projet, à une envie, etc. etc. Donc moi, je suis à peu près persuadé qu'il y a un changement un peu sociétal qui génère en quelque sorte une demande, et maintenant, c'est à nous d'amplifier la demande en développant les dispositifs appropriés. Jean-François Rouchon, vous me disiez hier que c'était peut-être une démarche un peu collective. Finalement, ça venait un petit peu des deux. Vous pouvez nous en dire davantage? Mais c'est exactement ce que dit Philippe Rimbaud. C'est quand même, on observe, on voit bien comment évoluent nos étudiants. Donc, on voit bien qu'ils ont besoin de plus de sens dans ce qu'ils font, dans les apprentissages. Donc, on parlait tout à l'heure de l'approche compétence, mais c'est ça. C'est simplement donner du sens à ce qu'on fait. Donc, travailler un peu plus sur la mise en situation finalement de nos élèves, parce que c'est ça qu'ils attendent. Et ça, c'est plutôt bien, parce que c'est vrai qu'on les sent peut-être moins ancrés sur finalement la quête d'un diplôme, et plus sur qu'est-ce que je vais faire avec, quoi. Voilà, c'est un peu plus ça que. Et moi, je trouve que voilà, c'est une évolution qui est intéressante. Et donc dans ce contexte-là, un projet entrepreneurial ou un projet personnel qu'on valorise aussi au sein de l'école, ça a tout son sens, parce que c'est des étudiants qu'on va mettre, qui seront en situation, qui vont déjà pouvoir valoriser un certain nombre de choses. Donc, donc c'est plutôt effectivement le fait de voir comment évoluent nos étudiants, quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs aspirations, mais ils nous boostent, hein. Enfin, ils sont là pour ça. Et puis, il faut être à l'écoute, évidemment, hein, de leurs besoins, des tendances qu'on observe là, sur un échantillon qui est assez représentatif. On a 1400 élèves ingénieurs sur l'école. Bon, voilà, donc on voit bien comment les choses évoluent, que ce soit des populations françaises ou étrangères, hein, parce qu'on a aussi 25% d'étrangers. Donc on voit bien comment ils nous tirent aussi, hein, sur d'autres façons d'appréhender nos enseignements, nos apprentissages. Et on a déjà, d'ailleurs, sur tout ce qui est SHS, on développe beaucoup le e-portfolio, parce que justement, c'est une façon aussi de valoriser ce qu'ils font, plus que d'aller les noter sur des épreuves. Donc on est vraiment dans cette logique-là de mise en situation et de valorisation des compétences, en fait. Je rebondis immédiatement sur ces 25% d'étudiants étrangers. Est-ce qu'ils ont une approche différente, une créativité, une prise de risque par rapport aux étudiants que vous avez français? C'est très variable en fonction c'est culturel aussi, hein. On a des populations qui ont une approche de l'entrepreneuriat qui est très différente. Voilà. On n'a pas de statistiques. Je ne pourrais pas donner de statistiques, puisque on est sur un échantillon d'étudiants entrepreneurs, entre guillemets, relativement faible, donc c'est difficile. Mais il y a une appétence quand même chez les étrangers, effectivement, d'aller vers l'entrepreneuriat. Mais pas tous. Hein. Il y a des étudiants qui sont encore dans la quête d'un diplôme, par exemple, hein, qui sont encore dans cette logique-là, et d'autres pour lesquels le sens
est plus important. Lilialis, vous parlez d'une track innovation au sein d'Epitech. J'imagine que quand on fait Epitech, tous les étudiants ne veulent pas être entrepreneurs. Comment est-ce qu'ils réagissent face à cette track innovation? Comment ça se passe? Est-ce que c'est plutôt fluide? Est-ce qu'il faut les remettre en question en permanence? Est-ce qu'il faut qu'ils se remettent en question, justement? Alors, on va dire que la première et la deuxième année d'Epitech, c'est vraiment réservé à l'immersion dans le code, donc ils sont très techniques. Et donc, au début de la troisième année, ils sont en retrait. Ils se disent, j'ai pas envie de faire ça. Enfin, certains disent, j'ai pas envie de faire ça. J'ai vraiment envie de continuer à coder. Et en fait, au bout de la deuxième et la troisième semaine, ils se disent, en fait, c'est pas si mal de voir autre chose. Donc, c'est sûr qu'il faut les accompagner. Il faut les accompagner sur la recherche de problématiques, la recherche de problèmes, la recherche de solutions. Mais à la fin de ce qu'on appelle la piscine Moonshot, donc ce qui est en fait vraiment le début, le commencement de leur projet de fin d'études, ils se disent que c'est pas si mal et qu'en fait ça leur plaît parce que c'est leur projet, c'est leur idée et ils voient une suite en fait. Ils voient pourquoi pas de l'entrepreneuriat, mais pas que, aussi comme j'ai dit le gain de compétences. Merci. Delphine, vous avez quel regard sur les étudiants? Est-ce que c'est plutôt eux qui viennent rencontrer Ionis 361 ou c'est plutôt l'inverse? Comment ça se passe en général, cette relation-là? Alors je dirais c'est un petit peu les deux puisque donc l'incubateur passe dans les classes, dans les écoles pour se présenter en début d'année et montrer ce qu'on peut faire ensemble et comment est-ce qu'on peut aider les étudiants qui souhaitent développer un projet. Mais les étudiants n'hésitent pas non plus à venir pour prendre des informations, savoir un petit peu comment est-ce qu'ils peuvent être accompagnés tout en restant à leur école mais en développant leur projet puisque souvent ils font ça le soir sur leur temps libre, etc. Ils n'ont pas les ressources disponibles forcément pour bien développer leur projet. Donc oui, je pense que c'est un petit peu des deux. Après, nous, on est là, on est présent, mais c'est vraiment eux qui vont venir lorsqu'ils sont motivés. On sent bien, ils viennent, ils savent où est-ce qu'ils peuvent aller trouver les ressources dont ils ont besoin. Merci. J'ai envie de vous poser une question. On a parlé des écoles, des universités, on a parlé aussi bien sûr des étudiants et de l'État. Et les entreprises dans l'entrepreneuriat étudiant, elles sont où? Qu'est-ce qu'elles font? Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Les entreprises, comment est-ce qu'on les voit, nous? En fait, on les voit au travers du réseau des anciens, en fait. Ça, c'est un élément aussi qui est assez intéressant de ce qu'on a vécu à l'école. C'est que finalement, la création de ce pré-incubateur, ça a été aussi l'occasion de raccrocher toute une population d'anciens, donc qui ont des postes importants dans les grandes entreprises, ou même pour certains d'ailleurs qui ont créé aussi des startups. Mais c'était vraiment l'occasion pour eux de se raccrocher à l'école et à des étudiants pour faire du coaching, pour les aider, pour un certain nombre de... Voilà, c'est leur parrain, et ça a été un élément important justement du lien qu'on a pu recréer au travers de l'incubateur et du lien intergénérationnel aussi, qui est intéressant. Et voilà, donc ça a été vraiment le plus de l'incubateur, mais c'est vrai que ça s'est fait un peu plus au travers des anciens. Les entreprises, par contre, alors, elles interviennent beaucoup sur toute la partie formation, puisqu'en fait, il y a beaucoup de meet-up qui sont organisés avec beaucoup d'entreprises qui arrivent pour présenter un petit peu les grands enjeux de l'innovation dans leur secteur d'activité. Et donc, voilà, les entreprises, elles sont là aussi pour apporter un peu de fraîcheur, d'idées potentielles pour justement tous les étudiants qui sont dans cette mouvance entrepreneuriale. Peut-être en complément, pour nous, on a signé une convention cadre avec la Chambre régionale de commerce et d'industrie qui nous permet justement de mobiliser des personnels des entreprises pour assurer ce qu'évoquait Jean-François, c'est-à-dire du coaching, pour assurer un espèce de tutorat vis-à-vis des étudiants entrepreneurs. Donc ça, c'est un premier degré de mobilisation qui est important. Le deuxième, il est dans les divers dispositifs qui sont mis en place dans nos établissements et qui ont pu être évoqués ici ou là, c'est-à-dire on met en place aujourd'hui des modalités pédagogiques qui sont beaucoup plus des modalités de projet. Et il est intéressant et fondamental pour nous de disposer de vrais cas, pas des cas théoriques. Et donc, on a toute une série de dispositifs, je pense notamment à Disrupt Campus aujourd'hui, qui fonctionnent sur la base de commandes d'entreprise. L'entreprise, elle n'a pas forcément en interne
les forces pour traiter un sujet qu'elle estime important, mais pas suffisant pour pouvoir investir dessus. Elle a parfois aussi juste simplement le besoin d'un regard neuf, d'un regard jeune, d'un regard différent sur une problématique. Et donc, elle propose un cas. Et ensuite, nos étudiants vont réfléchir dans différents dispositifs sur ce cas-là. Et ça, je crois que ça intéresse beaucoup les entreprises, aussi parce que c'est une manière pour elles de contribuer à la formation d'esprit qui vont être dotés de compétences différentes, qui vont être plus agiles, qui vont être plus créatifs, etc. etc. Donc voilà, je pense que c'est cet ensemble-là qu'elle nous apporte avant tout. Effectivement, on a par exemple Amazon qui a créé le Amazon Campus Challenge pour aller vraiment challenger les étudiants et les accompagner, à la fois les challenger et les accompagner. Berger-Levrault, ici à Toulouse, fait un challenge qui s'appelle le Citizen Challenge. Lily, je sais que vous avez été sollicitée par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, à la fois sur Berger-Levrault, mais au-delà de ça, de toutes ces entreprises qui vous sollicitent et comment ça se passe, cette mise en place? Donc je rejoins un petit peu ce qui a été dit. Donc il y a les alumni, mais aussi du coup les entreprises comme Berger-Levrault qui viennent nous proposer des challenges, des projets qui soient innovants, qu'ils ont besoin soit de nos étudiants, nos développeurs, nos informaticiens, mais aussi eux qui viennent accompagner, intervenir et proposer quelque chose d'innovant, quelque chose qui pourrait intéresser nos étudiants pour encore aller de là et dans l'appétence de l'entrepreneuriat. Donc, ce qui concerne le challenge de Berger-Levrault, il me semble que c'est au début de l'idéation de projet autour de citizen, de la citoyenneté, oui. Notamment. J'avais pas le mot en français. Et ensuite de l'accompagnement de la part de Berger-Levrault et ensuite à la fin, pourquoi pas un prix en fait du projet qui gagne. Delphine, sur Ionis 361, pardon. C'est évident, c'est l'étude de cas qui est intéressante. Qu'est-ce qu'elles font les entreprises de ces études de cas derrière, une fois que les étudiants ont travaillé dessus? Est-ce qu'il y a une suite et qu'est-ce qu'on peut faire derrière? Alors souvent, donc, les étudiants, à la fin du projet, leur font des recommandations, que ce soit en termes de stratégie, du X-design ou autre. Et en fonction des recommandations, la start-up va tout simplement choisir celles qu'elle semble les plus pertinentes et les mettre directement en place dans sa stratégie. Et du coup, c'est vraiment du concret, c'est vraiment quelque chose qui est utile à la start-up. Donc voilà, ça va se passer comme ça. Et ensuite, ça permet donc d'avancer. Et comme je le disais précédemment, si des étudiants ont montré une motivation ou voilà, quelque chose supplémentaire, il n'y a pas de frein après pour les embaucher directement et les intégrer au sein de l'équipe. Et pour les étudiants qui sont plus sur un parcours entrepreneurial, ça leur permet aussi de pouvoir fonctionner en mode projet durant les études, pouvoir rencontrer des entrepreneurs et potentiellement échanger avec eux par la suite, avoir des retours d'expérience, ce qui est assez important lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, de pouvoir savoir un petit peu ce qui nous attend et donc d'avoir des retours d'expérience de personnes qui sont déjà passées par là. Donc ça va fonctionner comme ça aussi, la relation entre entreprise, start-up et étudiants. Vous me dites si je me trompe ou si vous partagez un peu cet avis. Aujourd'hui, les entreprises, et plus particulièrement en 2020, ont besoin d'innover pour survivre, pour continuer à vivre. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'en amont, en coulisses, finalement, les étudiants, on leur apprend à prendre des risques, à comprendre, à prendre de la hauteur, à comprendre ce qu'est une entreprise, pour que quand ces étudiants-là seront en entreprise, puissent travailler. Est-ce que vous partagez finalement cette analyse? Totalement, oui, bien sûr. Oui. C'est une autre façon de vivre aussi sa vie professionnelle. On parlait d'intrapreneuriat tout à l'heure. Enfin, ça rejoint cette idée-là. C'est finalement les préparer aussi à être innovants dans leur entreprise. C'est ça aussi le message qu'on veut faire passer. Alors certains vont partir dans une aventure plus personnelle. Et puis d'autres vont aller postuler dans des grands groupes à l'issue d'un projet entrepreneurial qu'ils auront peut-être mis en stand-by pendant quelques années. Enfin, on voit des différentes façons d'aborder ensuite la vie professionnelle lorsqu'ils sont diplômés ou après un an de diplomation. Donc oui, moi, je pense que ça participe évidemment à cette capacité à innover, être créatif, quel que soit l'endroit où ils seront, quoi. Donc je pense que les grandes entreprises reconnaissent dans ces démarches-là de futurs cadres
voilà, qui peuvent apporter évidemment l'innovation au sein des équipes, au sein du groupe dans lequel ils sont, ça c'est sûr. Avant de passer aux questions pour les personnes qui sont dans la salle, finalement, l'intitulé de la table ronde, c'était entrepreneuriat étudiant. Est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que c'est une lame de fond? J'ai l'impression que, d'après ce que vous nous dites, il y a une réelle ambition, mais que pour l'instant, on est encore au début de ce travail-là, et c'est un travail collectif. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceci? Oui, tout à fait. Alors, je pense que le fait que les entrepreneurs soient de plus en plus médiatisés, qu'on les voit un peu plus, qu'on entend beaucoup plus parler, ça a contribué à une certaine tendance. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une envie soit de se créer ses propres postes, d'être son propre chef, de pouvoir développer son projet. Et aussi, ça rentre, je pense, ça rentre en compte dans l'envie de potentiellement changer un petit peu le monde, de répondre à des problématiques actuelles sur l'environnement, l'écologie, etc. Et j'ai l'impression que les étudiants sont très sensibilisés à tout ça et qu'ils essayent de trouver des solutions pour faire que leur avenir soit le meilleur possible. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Pardon. C'est ce qu'on constate aussi, c'est cette envie d'apporter une pierre à l'édifice. Voilà. Et donc voilà, ils profitent. Et je trouve que c'est bien justement de pouvoir profiter de l'environnement d'une université, d'une école, où on parlait tout à l'heure de l'échec et de la capacité justement à rater un projet. Et c'est ça aussi ce qu'on leur offre. C'est cette capacité à essayer des choses, quoi. Voilà. Et dans différents domaines, effectivement, comme l'environnement, comme le numérique, les transports, la mobilité, tout ça. Bon. Donc, on leur offre aussi ça, et donc c'est ce qu'ils viennent aussi chercher. Hein. C'est cette possibilité-là qu'ils ont de rater quelque chose, quoi, et puis de rebondir. Voilà, et ça, c'est un peu nouveau aussi. Ça devient une compétence à mettre sur LinkedIn, la compétence de rater, c'est ça? On peut recommander? Ouais, non, mais c'est vrai mais c'est pas anodin non plus, parce que c'est des étudiants qui arrivent, qui sont passés chez nous par les classes prépa, les concours. Donc la notion de rater quelque chose, c'est pas simple. Hein. Je veux dire, et ça ne veut pas dire qu'ils vont rater d'ailleurs, mais qu'ils vont échouer dans quelque chose, parce que souvent ils arrivent, ils ont l'agilité suffisante pour arriver à se repositionner. Mais voilà, l'agilité, ça passe aussi par des épreuves, par le fait d'avoir un moment été embuté sur quelque chose. On les voit avec certains projets qui avaient démarré énormément, qui étaient quasiment aboutis à faire des projets Flybot, notamment auxquels je pense à l'ENSET, qui avec le Covid s'est arrêté net. Bon, ils ont réussi à se repositionner sur un autre projet aujourd'hui, parce qu'ils ont aussi des bases solides, et puis cette volonté évidemment de réussir. Mais voilà, ils ont aussi des échecs, et on leur offre ça, la possibilité d'en avoir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je répète un petit peu ce que vous venez de dire pour les personnes qui nous regardent en visio. Donc, Monsieur Malaval de TBS, intervenant en marketing à TBS, indiquait que au sein de l'incubateur de TBS, il y avait déjà une centaine d'emplois qui avaient été créés dans 32 startups, et que c'est aussi dû à cette
envie des étudiants bien sûr, mais avec cette volonté de TBS de pouvoir accompagner les étudiants justement à développer cette créativité et cet esprit d'entreprendre. Et je confirme tout ce qui a été dit sur la quête de sens. Effectivement, donc de plus en plus d'étudiants ne se contentent plus de vouloir un tampon, un diplôme pour rentrer dans une multinationale, pour reprendre un peu les caricatures. Et également, ce que vous avez dit, M. Rabault, sur le fait que plus l'emploi est difficile, plus il y a la tendance de se dire finalement, et pourquoi pas créer mon propre emploi. Ça, c'est quelque chose de peut-être qui sera paradoxalement positif de la crise actuelle. Donc M. Malaval complète pour les gens qui nous regardent en indiquant qu'il y avait une quête de sens et pas forcément un diplôme à aller chercher. Et c'est aussi une volonté dans une situation économique qui n'est pas forcément très stable de pouvoir aussi créer son propre emploi. Merci beaucoup pour votre commentaire. Peut-être. Oui. Moi, j'aurais une question. Vous avez parlé à plusieurs reprises de l'économie sociale et solidaire, notamment en ce qu'elle touche plus les étudiants, notamment en SHS. J'ai pas connaissance de dispositifs spécifiques pour l'entrepreneuriat étudiant dans l'économie sociale et solidaire. Pour autant, c'est quand même un domaine assez spécifique qui demande des compétences un peu différentes de celles d'une start-up. Est-ce qu'il y a des initiatives en cours ? Je reprends la question pour une personne qui se pose la question suivante. Dans l'économie sociale et solidaire, est-ce qu'il existe des dispositifs pour accompagner ces initiatives-là ? Alors, au sein de Pépite, on n'a pas fait un chapitre ou quelque chose de spécifique. Par contre, on a des événements qui peuvent être dédiés spécifiquement à cela. On peut faire, quand on a un public étudiant qui est spécifiquement intéressé par cette question ou cette manière de développer, on peut solliciter des intervenants issus de l'économie sociale et solidaire qui ont eux-mêmes une expérience effectivement à faire partager dans ce domaine-là. Et donc, ça nous permet de répondre à cette demande. Moi, ce qui me paraît important, c'est que finalement, ça veut dire que des fois, en mettant une petite étiquette légèrement différente, on arrive à toucher un public qu'on n'aurait pas touché si on avait juste dit entrepreneuriat. Et donc, j'en profite pour répondre par rapport à la question de l'intitulé de l'atelier. Pour moi, si lame de fond il y a, c'est pas nécessairement en ne parlant qu'entrepreneuriat au sens création d'entreprise, mais c'est bien en prenant en compte un contexte et une évolution des modalités de travail et des enjeux que l'on met dans le travail. Là, oui, je pense qu'il y a une vraie lame de fond et que ça devrait se développer dans les années à venir. C'est-à-dire qu'on va voir des modalités se diversifier, notamment sous l'impact de la transformation numérique, etc. On dit parfois, alors les chiffres varient beaucoup, mais on dit parfois qu'aujourd'hui, on forme des étudiants dont les métiers n'existent pas encore. Et donc, si on les forme à des métiers qui n'existent pas nécessairement, il faut qu'ils aient cette capacité à s'adapter à quelque chose et donc à avoir des compétences, avant tout des compétences. Peut-être pour compléter, Delphine, il me semble qu'il y a déjà eu des projets économie sociale et solidaire au sein d'Ionis 361. Je pense à Adopte ma tomate. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu ? Oui, alors c'est pas forcément des projets portés par des étudiants. Lorsque nous on les a incubés, l'entreprise existait déjà depuis quelques mois. Donc on en a plusieurs au sein de l'incubateur et c'est ça aussi qui leur permet de pouvoir échanger entre eux, d'être incubés au sein d'un même lieu. Donc on parlait d'Adopte ma tomate qui permet de partager des potagers et d'aller construire et faire un potager en collaboration avec d'autres personnes que l'on ne connaît pas, mais qui permet de créer aussi du lien. On a d'autres projets dans l'économie sociale et solidaire et ça leur permet de partager entre eux, de pouvoir se poser les mêmes questions, de pouvoir répondre ensemble à des problématiques. Et c'est toute cette synergie qui peut se créer entre des projets différents mais pourtant de même domaine qui leur permet d'avancer aussi. Et pour compléter un petit peu et pour répondre à votre question, c'est vrai qu'il y a aussi des initiatives qui sont organisées par des acteurs, je pense à Make Sense, à Latitude, qui étaient très présents à Paris et qui se développent de plus en plus en région, qui organisent notamment le Tech for Good Tour, qui est un tour de France pour promouvoir l'entrepreneuriat et notamment dans l'économie sociale et solidaire. Et je sais notamment que Epitech travaille pas mal avec eux et ça permet aussi aux étudiants qui sont plus sur ce focus-là de pouvoir avoir l'aide d'autres acteurs qui sont vraiment spécialisés dans ça.
La dernière question, du coup, s'il vous plaît. Allez-y. Donc, Marie Murcia, je suis chargée d'innovation au sein d'IMSA. Justement, je présentais tout à l'heure, avec Eva, nous présentions un atelier sur donc, l'entrepreneuriat enjeu de génération. On voit et on constate effectivement que les générations Z, celles qui sont étudiantes actuellement, qui vont bientôt arriver sur le marché du travail, sont de plus en plus, c'était déjà le cas auparavant, mais elles sont de plus en plus préoccupées par cette quête de sens, par cette envie de créer leur propre poste et d'avoir vraiment une activité qui les captive au quotidien. Qu'est-ce que vous conseilleriez, vous qui les connaissez bien, du coup, qui les côtoyez, qu'est-ce que vous conseilleriez aux entreprises pour les accueillir au mieux? Alors, je reprends la question. Donc, une personne qui travaille pour IMSA, qui intervenait précédemment sur la précédente présentation, qui pose une question. Comment, finalement, on fait pour bien accueillir cette génération Z qui va être diplômée dans quelques mois, dans quelques années? Est-ce qu'il y a des recommandations que vous feriez? Moi, juste, c'est très difficile comme question puisque ça dépend beaucoup des postes sur lesquels on souhaite recruter. Néanmoins, je pense notamment aux postes d'encadrement. Je crois que c'est la première des recommandations, c'est de faire confiance à ces jeunes et donc de leur donner la liberté nécessaire, de leur donner aussi l'esprit critique et de ne pas les enfermer dans une hiérarchie qui serait un peu sclérosante, mais d'admettre qu'ils sont force de proposition et qu'ils vont pouvoir, y compris par leur critique, faire évoluer un projet, le faire s'adapter et peut-être lui donner une dimension assez différente de celle ou de la manière dont il a été pensé initialement, mais qui sera au bout du compte un enrichissement. Enfin, moi, ce serait avant tout cela que j'aurais tendance à faire passer comme message. Oui, je suis assez d'accord. Après, ce qu'on peut voir au niveau des grandes entreprises, c'est qu'elles se mobilisent pour justement s'organiser, pour accueillir de la meilleure façon qu'ils le peuvent ces profils-là, finalement, parce que on l'a vu, finalement, dans une école telle que l'ENSET, on n'a pas non plus la moitié qui ont cette appétence-là, mais on voit bien quand même, enfin moi on a pas mal chaque année un parrain différent, et on voit bien qu'à chaque fois, on sent qu'il y a une volonté des entreprises quand même à mettre en valeur l'entrepreneuriat, à mettre en valeur justement ces profils d'étudiants ou de jeunes diplômés ou de diplômés qui ont peut-être 5 ans déjà derrière eux, d'arriver à leur offrir cet espace-là qui ressemble finalement à ce qu'on leur offre nous dans nos écoles, mais avec une dimension autre. Donc l'entrepreneuriat, j'ai l'impression que c'est quand même aussi quelque chose qui, vous en parliez tout à l'heure, mais qui est maintenant, dans les grandes entreprises qu'on côtoie, est aussi un facteur d'attractivité pour ces populations-là. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a déjà beaucoup d'évolutions qu'on observe en fait dans ces entreprises-là. C'est peut-être moins le cas, peut-être sur des ETI, je sais pas. Je sais pas si la réponse on peut la généraliser ou si on peut peut-être, en fonction de la taille des entreprises, peut-être la cibler un peu plus. Ça moi, j'ai pas ce retour-là. Mais ce que j'ai pu voir des grandes entreprises, c'est quand même elles se mobilisent quand même pour attirer ces profils-là. Voilà. Et justement, on parlait de l'entrepreneuriat, c'est ce que tu disais, c'est la capacité à être agile, c'est ça hein, qui est important. Mais je pense quand même que les grandes entreprises se mobilisent pour attirer ces profils, il me semble. Lilialis, vous qui étiez étudiante il y a 3 mois, est-ce que vous avez un avis à donner donc, à cette personne d'IMSA pour que ce soit votre avis, mais aussi peut-être le sentiment des étudiants qui étaient autour de vous? Pour moi, ça serait vraiment de les laisser en fait tester, expérimenter ce qu'ils veulent. En tous les cas, les encourager à prendre des risques et insister sur le fait que l'échec n'est pas grave. Parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent dans la scolarité. On a peur de l'échec, on a peur de ne pas réussir. Et au final, c'est quoi la pire chose qui peut arriver? Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, je pense que c'est bon. Merci beaucoup à tous les 4 d'être venus ici partager votre expérience et votre analyse. Et je laisse à la prochaine table ronde. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.